Débutons avec cette vidéo le thème 1 du programme d'histoire, totalitarisme et Seconde Guerre mondiale. Dans cette séquence, nous allons chercher à répondre à la problématique « Comment les régimes totalitaires ont-ils conduit à la violence extrême de la Seconde Guerre mondiale ?» Pour commencer, nous allons parler des régimes totalitaires de l'URSS et de l'Allemagne. Les idéologies totalitaires sont fondées sur la négation de l'individu et des libertés individuelles, au profit de la communauté raciale pour le nazisme, notamment au travers des lois de Nuremberg, et du prolétariat pour le communisme. Toutes cherchent à créer un homme nouveau, membre de cette communauté et entièrement au service de l'idéologie. Les régimes totalitaires font du chef l'unique dépositaire de l'idéologie. Adolf Hitler conquiert le pouvoir en Allemagne lors des élections de 1933. Joseph Staline prend le contrôle de l'URSS en s'appuyant sur l'héritage de Lénine, mort en 1924. En Allemagne comme en URSS se développe alors un véritable culte de la personnalité. Hitler devient le Führer, c'est-à-dire le guide. L'idéologie doit être inculquée au peuple. Un seul parti est donc autorisé. Les totalitarismes utilisent tous les moyens possibles, la presse, la radio, les affiches, le cinéma, pour diffuser leur propagande. Le peuple, dont l'adhésion réelle au régime est difficile à déterminer, est aussi convié à d'immenses cérémonies collectives marquant l'unité de la population et l'adhésion au chef. Des organisations de masse contrôlent la société et d'abord la jeunesse, les pionniers pour les soviétiques, les jeunesses hitlériennes pour les nazis. Privés de références antérieures, les enfants nés sous un gouvernement totalitaire sont moins susceptibles de le contester. Des polices politiques sont créées, le NKVD en URSS, la Gestapo en Allemagne, et les opposants, réels ou simplement suspectés, sont pourchassés, arrêtés, torturés. Ils sont généralement condamnés à mort ou à la déportation dans des camps de concentration. Abordons maintenant la question de la Seconde Guerre mondiale de 1939 à 1945. Hitler dote le Troisième Reich d'une armée puissante et se lance dans une politique d'expansion. Il est persuadé de l'inaction des démocraties occidentales paralysées par le principe du pacifisme. Le 1er septembre 1939, l'armée hitlérienne envahit la Pologne et cela marque le début de la Seconde Guerre mondiale. Celle-ci se déroule en 3 phases. De 1939 à 1942, les forces de l'Axe conquièrent la majorité de l'Europe, sauf le Royaume-Uni, et envahissent l'URSS, objectif principal d'Hitler. Celui-ci considère en effet le communisme comme l'ultime complot des Juifs visant à asservir l'humanité. Dans le Pacifique, l'attaque japonaise de Pearl Harbor entraîne les États-Unis dans la guerre. De 1942 à 1943, les Alliés parviennent à repousser les forces de l'Axe. Les batailles décisives de Stalingrad en URSS et de Midway dans le Pacifique marquent la fin de la progression des forces de l'Axe et le début de la reconquête par les Alliés. Enfin, de 1944 à 1945, la défaite de l'Axe est actée. Pris en tenaille par les débarquements alliés en Normandie, en Provence et l'avancée soviétique, le Reich capitule le 8 mai 1945. Après la conquête des archipels du Pacifique et 2 bombardements atomiques sur Hiroshima et Nagasaki, le Japon capitule le 2 septembre. Durant toute la guerre, la violence nazie s'abat sur les civils et à l'Est sur les prisonniers de guerre soviétiques. Le génocide des Juifs commence par leur regroupement dans des ghettos. Les Einsatzgruppen, les unités mobiles d'extermination, suivent l'armée d'invasion et massacrent les Juifs. La décision de mettre en place la mort industrielle et de créer des centres de mise à mort est prise lors de la conférence de Wannsee en janvier 1942. C'est ce que les Allemands nomment la solution finale du problème juif, qui fait 6 millions de victimes. Abordons maintenant la 3e partie, la France dans la guerre, 1939-1944. En juin 1940, la France, vaincue en 6 semaines, connaît l'une des pires défaites de son histoire. Des millions de Français ont fui les combats
c'est ce qu'on appelle l'exode. Les pleins pouvoirs sont confiés au maréchal Philippe Pétain, qui signe l'armistice le 22 juin. Le nord et l'ouest du pays sont occupés par les forces allemandes. La zone libre, qui correspond au centre et au sud de la France, est placée sous l'autorité du maréchal Pétain, qui installe sa capitale à Vichy. Le 24 octobre, Pétain, persuadé de la victoire finale des nazis, rencontre Hitler à Montoire et entame une politique de collaboration. Pour Pétain, c'est l'occasion de transformer une société française qu'il juge responsable de la défaite par esprit de jouissance. La révolution nationale doit marquer un renouveau fondé sur des valeurs traditionnelles et réactionnaires qui illustrent la nouvelle devise du pays. Travail, famille, patrie. Le 18 juin 1940, à Londres, le général Charles de Gaulle lance un appel à la résistance. Progressivement, des Français de toute origine et des territoires de l'Empire colonial se rallient à lui. Il forme, avec le soutien britannique, les Forces françaises libres, les FFL. En 1940, des actions sont menées en France, de renseignement, de sabotage, de propagande. L'invasion de l'URSS en 1941 entraîne les communistes dans la lutte. En 1943, Jean Moulin crée le Conseil national de la résistance, le CNR, afin de coordonner les actions des différents mouvements et réseaux qui constituent les forces françaises de l'intérieur, les FFI. Face aux difficultés croissantes, l'occupant et le régime de Vichy accentuent une répression dont les Juifs sont les premières victimes lors de rafles. La milice traque également les opposants et participe au combat contre les maquis. En 1944, FFL et FFI participent à la libération du pays aux côtés des Alliés. Le régime de Vichy s'effondre alors et dans ce contexte troublé, des règlements de comptes violents ont lieu entre résistants et collaborateurs. C'est ce qu'on appelle l'épuration. Abordons maintenant l'ordre international en 1945. Le bilan de la Seconde Guerre mondiale apparaît terrible. Le conflit fait plus de 60 millions de victimes, surtout civiles. On compte également des millions de blessés et de déplacés. Les destructions représentent plus de 2000 milliards de dollars. Et pour finir, la de la mort entrée dans l'ère atomique ajoute au traumatisme. C'est dans ce contexte qu'un nouvel ordre mondial s'instaure. Le sort des vaincus est réglé dès avant la fin de la guerre par la conférence de Yalta en février 1945. L'Allemagne cesse alors d'exister comme État indépendant. Le pays et sa capitale sont occupés par les alliés soviétiques, américains, britanniques et français. Au Japon, les Américains administrent seuls le pays. Pour la première fois, les crimes commis par les vaincus font l'objet de procès internationaux. Aux accusations de crimes contre la paix et de crimes de guerre s'ajoute au procès de Nuremberg qui se tient de 1945 à 1946 la catégorie nouvelle de crimes contre l'humanité. 12 des 24 accusés nazis sont condamnés à mort. À Tokyo, en 1946, sur les 28 responsables jugés, 7 sont condamnés à mort. Dès 1941, la Charte de l'Atlantique pose les fondements d'une nouvelle politique mondiale. Signée par Franklin et le Britannique Winston Churchill, elle inaugure l'expression Nations Unies et réaffirme le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. L'ONU est créée le 24 juin 1945 par l'adhésion de 51 pays à la Charte de San Francisco. Les pays vaincus n'en font pas partie, mais les 5 grands vainqueurs, États-Unis, URSS, Chine, Royaume-Uni et France, disposent d'un droit de veto. Les objectifs de l'ONU sont de maintenir la paix. Elle se dote pour cela d'une force armée et d'encourager la coopération internationale. Toutefois, dès la guerre terminée, l'alliance qui maintenait la coopération entre Américains et Soviétiques disparaît, remplacée par une rivalité idéologique qui annonce la guerre froide. Pour suivre sur cette question,
rendez-vous sur mon classeur numérique d'histoire et géographie.com.